Formation Caraïbes, l'émission consacrée à la formation dans et sur la Caraïbe. Pour ce numéro très spécial, nous recevons sur ce plateau une partie de l'équipe projet de la mission UNESCO, à savoir Madame Gabrielle Mauvois-Ardoroc, chargée de mission au Parc naturel régional de la Martinique. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Madame Céline Croisy, chef de projet à la DEAL Martinique. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Johan Pellis, chargé de mission au Parc naturel régional de la Martinique également. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également sur ce plateau le professeur Philippe Saint-Cyr, avec qui nous commençons la rubrique Société Jingle. Philippe, la parole est à vous. Merci, juste quelques secondes. Maintenant, je n'hésite plus puisque c'est l'environnement. J'ai hésité parce que je me demandais si je ne devais pas parler d'un peu de cohésion sociale, faire le rapprochement et lier, n'est-ce pas, le général de Gaulle et Édouard Glissant, à travers leur concept, n'est-ce pas. Il y en a un qui est décolonisateur et puis qui est tout le monde. Et dans la perspective actuelle, à travers certains propos rapportés, c'était très intéressant. Enfin, le sujet est délicat, il vaut mieux parler tant qu'il court. Parler d'autre chose. Je parlais d'environnement. Parce que l'environnement est une question qui m'a toujours passionné. Je l'ai contourné, je l'ai défini à partir de mes fonctions politiques. Et je me suis posé la question de savoir ce qu'était l'environnement, à quoi ça correspondait. Okay. Alors, on peut remonter, on va dire des choses très simplement, hein. Le droit à l'environnement et le droit de l'environnement. On peut faire remonter l'environnement à Saint-Augustin en passant par les révolutionnaires de 89, la notion de bonheur, l'égal bonheur pour tous. Mais en fait, disons que l'environnement, on en a pris conscience dans les années 70. Et environnement, c'est quoi? C'est pas environnement. Rapidement, hein. Ça vient du vieux français viron, tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, ce sont les éléments naturels, ce sont les éléments culturels. Et on parle d'environnement, on parle de patrimoine, on parle d'écologie dans certains problèmes particuliers. Bon, moi je crois qu'il faut arriver à une conception extrêmement simple, hein. L'environnement recouvre à la fois le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel qui est mis à mal. Enfin, je ne vais pas revenir sur la question que je n'ai pas voulu aborder. Mais alors, bien sûr, maintenant la planète brûle. Par conséquent, là, on a un sujet beaucoup plus précis. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans les années 70, le droit à l'environnement n'était pas un droit constitutionnel, il est devenu un droit individuel à partir de la déclaration de Stockholm de 1972. Mais je me suis aperçu que le droit à l'environnement était un principe constitutionnel dans 3 constitutions. Tenez-vous bien. La constitution soviétique, 77, la constitution chinoise, oui, et puis la constitution portugaise. Bien, comme ça, pour faire un panorama. Et pour terminer, je pense que l'environnement, il faut faire fonctionner l'environnement et le développement. Là, c'est une tarte à la crème. Mais dire que le développement a une double obligation, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'environnement. D'une part, c'est le respect de l'environnement et surtout, pas l'oublier, que le développement permet d'inventer et de mettre en application des règles qui permettent de mieux préserver, de mieux protéger l'environnement. Voilà les quelques remarques un peu folles que je pouvais faire, puisque ça tombe bien, vous allez parler d'environnement. Mais dans le domaine du droit, depuis quand c'est, on va dire, il y a un droit à l'environnement Dans les années 70. Depuis les années 70. Oui, sur les années 70, il y a eu et puis en 76, il y a eu une loi sur la protection des espaces naturels. D'autre part, dans les années 77, il y a eu le Conseil des rivages, n'est-ce pas? Et j'étais le Conseil du littoral, j'étais président du Conseil des rivages français d'Amérique, et c'était des institutions qui ont effectivement œuvré pour les espaces naturels.
Je pense que vous devez avoir des rapports très étroits au niveau du parc avec, n'est-ce pas, le conservatoire du littoral pour tous les espaces naturels. Donc ce sont des questions qui m'ont passionné, ça tombe bien. Donc j'avoue que je vous écouterai avec beaucoup de curiosité et certainement je vous demanderai d'accroître mes connaissances dépassées en la matière. Alors la mission UNESCO, justement, nous en parlons tout de suite avec une partie de l'équipe projet. Qu'est-ce que la mission UNESCO? Qui me répond? Je peux essayer. Donc la mission UNESCO, c'est d'une part un objectif que s'est fixé la région Martinique d'inscrire une partie du patrimoine de la Martinique sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est une équipe qui a été constituée qui comprend à la fois des agents de la région par le biais du parc naturel régional que sont Gabriel et Johan, et des agents de l'État, enfin moi-même qui suis agent de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et donc en charge en fait de l'application de la politique du ministère de l'écologie en matière de protection du patrimoine mondial. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que le patrimoine mondial? Johan, je te laisse répondre. Oui, le patrimoine mondial, en fait, très simplement, c'est j'ai envie de dire, un club élitiste d'un certain nombre de biens, à la fois culturels et naturels. On en revient aux premiers éléments d'introduction du professeur Saint-Cyr, qui transcendent en fait donc les frontières nationales. En fait, ce sont donc des biens qui sont tellement exceptionnels, qui sont tellement remarquables du point de vue de leur beauté, du point de vue du génie scientifique et humain, qui sont inscrits dans une petite liste. Shortlist, j'ai même envie de dire, de biens qui sont inscrits donc, au patrimoine mondial. C'est vraiment qui est partagé par l'ensemble de l'humanité. J'en veux pour preuve donc, les grandes pyramides d'Égypte, la grande barrière de corail, le Grand Canyon également aux États-Unis. En fait, voilà, c'est un petit peu des éléments qui permettent d'identifier ce que c'est à peu près donc, le patrimoine mondial. Ça peut être également des éléments donc, culturels. J'en veux pour preuve, par exemple, ah mon Dieu, ça va m'en revenir. Le Mont Saint-Michel, voilà par exemple. Oh, c'est un bel exemple. Voilà. Je trouvais que ça c'est intéressant aussi, où on a vraiment en fait à la fois l'expression donc du vivant, mais l'expression également donc, des sciences, l'expression de la culture, l'expression du savoir, où on revoit un petit peu cet élément-là qui a pour également le leitmotiv, et j'ai envie de dire aussi cœur de cible, mettre en lien à la fois les populations, les territoires, et aussi donc, faire preuve également, donc, j'ai envie de dire, de faire œuvre de pacification entre les populations donc, et les peuples. C'est quand même un gros défi, là, quand même, pour être sur la même liste que les pyramides ou le Mont Saint-Michel. Pour justement atteindre ce but, vous avez monté une équipe projet, mais qui fait quoi dans cette équipe? Les rôles sont répartis de la façon suivante. Pascal Safache est le coordonnateur général de la mission. Johan Pellis s'occupe du pôle mobilisation donc, de l'ensemble des acteurs. Céline Coisy sera donc sur le plan de gestion que nous allons mettre en œuvre sur ce projet. Et moi-même, je suis responsable du pôle scientifique, donc tout ce qui est récolte de données scientifiques pour prouver l'exceptionnalité du bien que nous allons proposer. Alors, dans votre démarche, à quel stade vous en êtes là aujourd'hui, à l'heure où on parle? Alors, en 2014, on a obtenu l'inscription de notre projet sur la liste indicative de la France. Donc voilà, en 2014, en juin 2014, c'est la première étape qui a été passée. Maintenant, il s'agit de rédiger notre déclaration de valeur universelle exceptionnelle, qui est un document qui, en substance, a pour objectif de prouver l'exceptionnalité du bien que nous allons inscrire au patrimoine mondial. Parallèlement à ça, il faudra mener une analyse comparative qui permettra de comparer ce bien justement aux autres biens à la fois de la Caraïbe mais aussi du monde pour montrer ce qui ressort de notre bien par rapport aux autres. Et suite à ça, un plan de gestion devra aussi être mis en œuvre pour protéger justement la valeur universelle exceptionnelle du bien que nous allons inscrire. Alors je vois que Monsieur Saint-Cyr prend des notes. Pourquoi? C'est pas de mon âge, je prends des notes peut-être. Peut-être avez-vous des questions? Non, quelques petites questions que je voudrais poser par là. Oui. Si je peux. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Les conséquences juridiques d'un bien inscrit. Quelles sont les conséquences une fois qu'il est inscrit? Quelles sont les règles qui s'appliquent, les règles de protection? Il ne faut pas y toucher. En fait, il n'y a pas de règles juridiques qui en découlent, en tout cas pas pour l'instant.
Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ce n'est pas inscrit dans le droit français. En fait, la Convention de l'UNESCO, c'est un engagement des États. D'accord. Donc les États en fait, qui s'engagent à inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial s'engagent à mettre localement en place les mesures de protection les plus fortes, mais qui existent dans le droit de leur État. Donc ce n'est pas en fait l'inscription sur la liste du patrimoine mondial qui génère en soi une contrainte supplémentaire. Par contre, ça engage l'État qui protège, en tout cas donc la France dans notre cas, qui souhaite mettre ce bien sur la liste du patrimoine mondial. Ça nous oblige, État français, à mettre en place les mesures de protection les plus fortes, mais dans la loi française. Donc aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de protections qui existent sur le bien que nous souhaitons inscrire. Ça n'ira pas au-delà, puisque pour certains sites concernés, ce sont déjà les mesures de protection les plus fortes qui existent au niveau du Code de l'environnement. Alors après, peut-être que dans la loi à venir, on aura une obligation d'inscrire les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial dans les documents d'urbanisme et donc générer du coup une contrainte réglementaire, mais qui restera le droit de l'État concerné. Oui. Je peux poser une petite question? Bien sûr, allez-y Philippe, je sais que vous avez un tas de questions. Ah oui, c'est ma passion, l'environnement. La baie du Mont-Saint-Michel, effectivement, j'ai assisté aux travaux, n'est-ce pas, qui ont concerné la baie du Mont-Saint-Michel. Et je trouvais ça je trouvais ça merveilleux. On voulait reconstituer la baie dans son origine. Okay. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu, n'est-ce pas, faire en sorte que le développement s'implique pour que l'on puisse retrouver l'origine. Je veux dire par là, et la disparition de ces caractères du Mont-Saint-Michel était due à la nature elle-même ou est-ce que c'était l'activité de l'homme? Parce qu'on a le même problème sur les îlets où la nature se détruit elle-même. Alors je posais la question simplement. Ah, c'est une vraie question? Ah oui, oui. Est-ce que c'est là qu'on voit, si tu veux, le mariage entre le développement et l'environnement? Est-ce qu'on prend en compte les facteurs, j'allais dire, naturels de destruction de l'environnement? Alors, et pas seulement anthropique, en fait. En termes de méthodologie, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'effectivement, donc, le comité du patrimoine mondial fixe une règle, une méthodologie pour inscrire un bien donc, à cette fameuse liste élitiste, donc, qui est le patrimoine mondial. Ce qui est important également de préciser, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape du point de vue scientifique. On va apporter donc l'ensemble des argumentaires, des éléments factuels qui permettront de déterminer à la fois l'attribut, donc l'intégrité, ou encore donc les critères, parce qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut retenir pour entrer dans ce club élitiste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a construit effectivement, j'ai envie de dire, donc la validité scientifique au sens le plus pur donc du terme, donc le bien, va se mettre en place en fait un plan de gestion et surtout un projet de territoire qui est lié donc à ce plan de gestion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette mesure-là, on prendra également en compte à la fois l'intégrité et l'attribut du bien, mais également ensemble donc des usages et des valeurs donc de ce bien qui sont liés effectivement à l'activité humaine. Et c'est là que ça devient intéressant sur ma mission, qui est la troisième partie, qui est à mon sens aussi une mission aussi importante, c'est celle aussi de la mobilisation des territoires. Ça signifie aussi qu'il nous faudra influer à la fois sur le comportement, mais également l'adhésion de la population visant effectivement à faire en sorte que le bien qui sera proposé donc au patrimoine mondial puisse prendre en compte l'ensemble de l'inclusion de ces trois dynamiques, à la fois scientifiques, à la fois en termes réglementaires et juridiques, mais également en termes d'usage. Donc j'ai envie de dire effectivement ce qui est intéressant dans le cadre de notre candidature, parce que quand même la nommée, en fait, la candidature donc, du bien qui est proposé pour la Martinique, c'est un bien naturel qui s'appelle donc les aires volcaniques et forestières de la Martinique, qui prend en compte en fait l'ensemble effectivement des vestiges issus des puissants mouvements constructeurs donc, de l'île que sont donc les principaux massifs volcaniques, et sur lequel en fait s'appuie une biodiversité aussi riche et variée, et ça c'est l'occasion d'y revenir, et qui sera également le support à la fois effectivement donc de population donc locale en termes d'éléments de survivance, mais également en termes de pratiques culturelles, mais également en termes donc d'économie. Donc ce qui est important également donc, dans le projet de candidature, c'est qu'il est d'abord sur un bien naturel comme le nôtre, à la différence donc du bien culturel que peut-être donc le Mont-Saint-Michel, ce qu'il nous faudra déjà d'abord définir en fait l'attribut et l'intégrité du bien. En gros, à l'état, on veut dire nature, quel est le bien qui sera proposé et quelles sont donc les mesures et les moyens que nous allons retenir pour effectivement à la fois conserver cet état de conservation, définir donc le plan de gestion, le projet de territoire et puis également mettre en place l'ensemble donc des aménagements qui pourront permettre donc d'inclure cette dynamique de projet de territoire. Donc j'ai parlé de défi tout à l'heure, visiblement il est colossal.
par rapport à ce que vous venez de dire. Nous enchaînons tout de suite avec la rubrique information. Jingle. Alors, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique a souhaité cette année aller à la rencontre des jeunes et employeurs, cible privilégiée des campagnes de recrutement antérieures. Alors, pour ce faire, et avec l'ensemble de ses partenaires de la formation, de l'emploi et de l'insertion, la manifestation Lie en âge pour l'apprentissage, s'inscrivant dans le cadre du plan gouvernemental de mobilisation de l'apprentissage, est organisée sur 6 lieux du 10 septembre au 26 novembre 2015. On voit ça tout de suite en image. Dans le cadre de la campagne nationale pour l'apprentissage, la Chambre des métiers de l'artisanat de la Martinique a souhaité y associer ses partenaires de l'insertion, de la formation et de l'emploi et partir à la rencontre des jeunes et des employeurs. C'est chose faite avec l'INH pour l'apprentissage, la caravane de l'apprentissage qui sillonne notre île. Jeudi, le salon d'honneur du stade Pierre-Aliquer a servi d'escale. Durant la matinée, des étudiants et des demandeurs d'emploi ont pu trouver en un même lieu les informations nécessaires à la finalisation de leur projet professionnel. Les informations portent prioritairement, puisque nous sommes dans le cadre du plan de relance de l'apprentissage, sur les formations en alternance, mais surtout le dispositif apprentissage. Donc chaque CFA va présenter sa carte, présenter son projet d'apprentissage, mais nous ne faisons pas d'apprentissage si nous n'avons pas avec nous l'ensemble des partenaires. Pôle emploi présente un certain nombre d'aides qui peuvent être apportées à l'apprenti en amont de son projet, et les missions locales qui, elles, normalement gèrent et ont le fichier de jeunes entre 16 et 26 ans, apportent aussi leur pierre à l'édifice. Je prends exemple ce matin, ils vont aider le jeune dans le formatage de leur CV. Nous sommes partis du principe qu'aujourd'hui encore, on aurait pu se passer de cette campagne. Sauf que nous recevons tous les jours des jeunes qui ne savent pas très bien ce qu'est l'apprentissage, qui ne savent pas très bien comment se positionner face à leur devenir. Donc il fallait qu'on fasse cette information. Et nous avons souhaité porter l'information aux jeunes, mais aussi porter l'information aux chefs d'entreprise. Parce que dans la caravane, nous avons aussi 4 grandes réunions avec les chefs d'entreprise. Donc, la première, c'était Sainte-Luce. La deuxième, c'était hier soir, d'ailleurs, sur Fort-de-France, donc à la Chambre de métier. La prochaine, c'est au François. Et la dernière, c'est Basse-Pointe. Donc, on fait l'information pour le jeune, mais on fait aussi l'information pour le chef d'entreprise. Et souvent, on se rend compte que si nous avons des chefs d'entreprise qui ont l'habitude de travailler dans ce dispositif, certains chefs d'entreprise débutent et ont besoin de cet accompagnement. Pour des jeunes qui se sont déplacés en nombre, la manifestation ne présente que des points positifs. Ils en ressortent satisfaits. C'est un secteur assez difficile pour la recherche de patrons, puisqu'on a besoin d'un accompagnement avec les salariés de l'entreprise où on souhaite aller. Donc c'est un petit peu difficile pour nous. Lorsque je suis allée sur le stand de la CCIM, j'ai eu une information plus que je n'avais pas. Donc je pouvais me rendre à la réunion d'information qu'ils proposent le mercredi. Et donc ainsi, je pourrais avoir éventuellement un patron grâce à eux, grâce à leur aide. De ne pas baisser les bras, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a le Pôle emploi, la mission locale qui peuvent nous aider à rechercher des patrons pour pouvoir faire ce qu'on souhaite faire en termes de licence en alternance. La prochaine caravane de l'apprentissage s'arrêtera le 15 octobre à Rivière-Salée, le 22 octobre à Saint-Pierre et le 19 novembre à Trinité. Alors, si le Lie en âge pour l'apprentissage vous intéresse, il faut aller sur le site www.cma-martinique.com pour vérifier quand le Lie en âge pour l'apprentissage sera dans votre commune, en tout cas dans votre secteur. Ne ratez donc pas ces rendez-vous. Un petit mot sur cette caravane de l'apprentissage, Philippe ? Oui, bien volontiers. Je trouve, moi, que cette initiative est excellente. D'une part, disons, l'apprentissage, l'activité d'usage est excellente parce qu'on a souvent un sentiment d'éloignement par rapport à ce type d'activité. Et puis, d'autre part, j'ai bien connu le problème puisque il faut trouver des stages à nos étudiants. Il est évident que trouver un maître de stage ou un chef d'entreprise qui soit capable de recevoir, qui veuille, n'est-ce pas, recevoir les jeunes stagiaires, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de. C'est-à-dire, on a affaire à des petites entreprises
Et souvent, il y a des difficultés. Donc je pense que cette initiative est excellente dans la prise de conscience. Pas et puis d'autre part, comme vous le disiez, pouvoir élargir les activités concernées. Vous pensiez, j'ai entendu que vous pensiez très fort à l'environnement, effectivement, développer les métiers de l'environnement. Et justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ce projet UNESCO intéresse-t-il de près ou de loin le monde de l'information, voire même de l'éducation, qui sait? Oui, il y a un volet quand même très fort dans la Convention pour le patrimoine mondial qui concerne l'éducation des plus jeunes, la formation. Donc à tous les niveaux, ça peut être les plus jeunes par le biais de formation, y compris l'apprentissage, et après même carrément au niveau de l'expertise, ça dépend des domaines. Dans la mesure où il s'agit d'un projet de territoire, emmener l'ensemble de la population dans ce projet générera forcément des profils un peu variés. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être un élément également donc, de complément à ce que Céline vient juste de préciser, c'est qu'aujourd'hui aussi, par exemple, notre équipe projet va être renforcée donc, de 2 étudiants en master de l'environnement, me semble-t-il, qui sont fortement impliqués sur le projet de territoire. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait donc Céline, c'est que foncièrement aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est qu'on mobilise aussi donc, les forces vives, à la fois éducatives, mais également donc, les étudiants qui sont motivés, à peut-être aussi donc, s'intéresser beaucoup plus donc, à ce métier-là, d'autant que nous sommes sur un projet de territoire, dans la mesure où une candidature à l'UNESCO, c'est en gros c'est 6 à 8 ans donc, de procédure. Donc, ça signifie aussi qu'on va forcément s'appuyer donc, sur les forces vives, sur le terrain, mais également donc, sur le monde donc, de l'éducation. Là où je veux également porter peut-être une précision aussi à ce que vient de dire donc, le professeur Saint-Cyr, c'est qu'effectivement, faire de la formation et sensibiliser et mettre donc, les jeunes en alternance pour qu'ils puissent apprendre un métier, il faut que ça intéresse à la fois le candidat, mais également donc, l'entreprise. Et quand on a un tissu économique de 72% donc, qui sont essentiellement fondés que sur des petites entreprises de 1 à 2, 3, maximum 5 salariés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué effectivement d'intégrer ça. Donc ce serait également aussi l'occasion peut-être d'aller un peu plus loin, se rapprocher non seulement donc, de la fédération donc, des très petites entreprises, mais également aussi l'ensemble donc, des partenaires professionnels, que ce soit donc, des États entreprises, etc. Peut-être aussi pour communiquer sur les moyens groupes, voire même les grands groupes, de sorte à ce qu'on puisse effectivement ratisser large, et puis vraiment faire ensemble que ce lignage ne soit pas uniquement que pour les petits artisans, mais également sur l'ensemble donc, du tissu économique martiniquais. Tout à fait. Alors, au mois d'octobre, il y a eu des ateliers qui ont réuni notamment des scientifiques, qui ont fait, si je peux m'exprimer ainsi, une sorte d'inventaire de notre biodiversité martiniquaise. Comment se sont passées ces rencontres et quel bilan en tirer? Alors ces ateliers, donc, l'objectif de ces ateliers, effectivement, c'était de récolter le maximum d'informations scientifiques sur notre biodiversité, mais aussi sur notre géologie, volcanologie. L'objectif étant effectivement d'alimenter notre déclaration de valeur universelle exceptionnelle que nous allons présenter devant le comité du patrimoine mondial en janvier. Le comité des biens français. Comité, pardon, des biens français, oui. Effectivement, le comité des biens français au patrimoine mondial. Il y a plusieurs étapes en fait. Oui, on est toujours au niveau national pour l'instant. On n'est pas encore au niveau de l'UNESCO. Quand on sera prêt, la France décidera d'aller présenter la candidature devant l'UNESCO, mais on reste pour l'instant au niveau du comité des biens français au patrimoine mondial. Au niveau de la France. C'est ça, donc au mois de janvier, nous allons présenter notre DVUE. Et effectivement, donc, ces ateliers ont permis de récolter de nombreuses informations de la part de scientifiques qui sont venus, notamment du Muséum de l'histoire naturelle. Mais aussi de scientifiques locaux, évidemment, qui travaillent beaucoup sur les sujets de biodiversité, à la fois faunistique et floristique, et sur la géologie à la Martinique. C'est colossal quand même. Il faut prendre en compte toutes les petites bébêtes, toute la végétation. L'objectif étant de prouver notre exceptionnalité, il faut qu'on puisse récolter le maximum d'informations sur toutes les données scientifiques sur la biodiversité qui est présente sur notre île, et pouvoir les comparer ensuite à ce qui existe déjà. Actuellement, vous avez l'ensemble des données ? Alors bien sûr non, effectivement, un des problèmes d'ailleurs, effectivement, une des difficultés, un des challenges qu'on va avoir, c'est de récolter les données sur tous les sujets effectivement qui sont nécessaires. Donc il y a des thématiques qui sont quand même assez développées déjà, la botanique, notamment les espèces arborées.
On a des spécialistes sur place, effectivement, qui s'y connaissent déjà beaucoup et qui nous ont déjà donné beaucoup d'informations, mais il y a d'autres domaines où on y connaît beaucoup moins de choses. La faune du sol, par exemple, c'est quelque chose qui est assez, pour l'instant, inconnu en Martinique. Donc voilà, donc effectivement, il va falloir qu'on trouve ces données, qu'on favorise les études sur les zones où il manque des données et qu'on compare ensuite ces données aux autres pays, aux autres biens naturels. Alors, est-ce que le dossier UNESCO comprend également un aspect culturel, même si, on l'a dit, il est axé sur plutôt l'aspect naturel? Oui, je peux essayer de répondre. C'est vrai qu'on ne l'a pas présenté au départ, le bien qui est pressenti. C'est vraiment les forêts des volcans de Martinique, pour faire simple, qui présentent une intégrité forte et une diversité, parce qu'on a des forêts sèches, des forêts humides, des forêts mésophiles, et des continuités aussi écologiques entre la mer et les sommets, ce qui est assez rare, puisqu'il y a souvent eu des défrichements, de l'agriculture, etc. Donc on a encore des massifs en Martinique avec cette continuité qui existe. Donc on est a priori sur un bien naturel. Donc en tout cas, ces valeurs d'exceptionnalité, on essaye de les trouver au niveau de la biodiversité et de la géologie. Par ailleurs, ce bien présente un certain nombre d'autres valeurs qui ne sont pas strictement liées à la science, à la biodiversité, à l'histoire du volcanisme, mais qui sont plus de l'ordre du culturel, sur les usages associés à la forêt, sur l'histoire aussi, l'histoire du volcanisme, de la montagne Pelée, de Saint-Pierre, de la Caravelle, du Rocher du Diamant. Il y a bon nombre d'éléments aussi culturels associés à cette démarche. Et donc, dans le cadre d'un projet de territoire, il est important que l'ensemble des valeurs de ce bien qui est proposé soit pris en compte. Donc à la fois les valeurs d'exception, celles qui seront présentées devant l'UNESCO, qui font exception au niveau international, et puis les autres valeurs qui devront être prises en compte dans le plan de gestion. En tout cas, c'est important qu'elles le soient pour fédérer un maximum de personnes autour de cette démarche, et du coup, en plus, dans un projet de territoire collectif, ça vise à les préserver, à les mettre en valeur, à les partager, etc. Et trouver le meilleur moyen de gérer tout ça. Alors justement, comment la population sera-t-elle informée de ce projet en fait? Elle est déjà, via notre émission déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? C'est ça, j'ai envie de dire merci Zouk TV de nous recevoir et puis de nous permettre de communiquer en ce sens. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une stratégie en fait, de mobilisation des acteurs qui est prévue avec un plan de mobilisation, un plan de concertation. Pour faire très simple, nous allons passer chez tout le monde, j'ai envie de dire tout le monde, mesdames, messieurs, attendez de voir parce qu'on arrive chez vous, pour présenter en tout cas donc, le dossier de candidature et puis le projet de territoire. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, au niveau donc, à la fois la gouvernance mais également l'équipe projet, c'est que chaque Martiniquais puisse s'approprier le projet. Que vous soyez un associatif, que vous soyez dans le cadre d'une classe ou de petite enfance, moyenne section, au collège, au lycée, si vous avez un projet par exemple de programme de recherche, si vous êtes un institutionnel, si vous êtes un mécène, si vous avez vraiment envie de rentrer dans cette stratégie de projet de territoire, vous serez les bienvenus et nous allons venir vers vous. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes en train donc, de mettre en place donc, ce plan de mobilisation. À partir de janvier, en fait, il y aura une communication officielle qui sera faite sur ce projet-là et nous allons un petit peu toquer sur la porte à chacun et venir présenter le dossier. Pour revenir un petit peu également sur ce qu'a précisé donc, Céline, ce qui est important aussi pour nous dans notre stratégie, notre projet, c'est que vraiment donc, l'une des meilleures protections, c'est l'adhésion de la population. Voilà. Alors, je ne vais pas minorer un petit peu les aspects donc, juridiques sur donc, les stratégies donc, de protection, de patronymisation et de sauvegarde donc, de l'environnement et des biens naturels ou de l'écologie. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est que si une population fait corps avec un projet, elle sera, entre guillemets, comme on dit en Guadeloupe, véatif. Elle sera très vigilante sur l'usage qui sera fait donc, du bien qui sera proposé à l'inscription. Et c'est un petit peu l'esprit également donc, de notre stratégie. Ça revient un petit peu également sur donc, le lignage là, pour la formation. Ça signifie aussi que ce sera peut-être l'occasion, en lien avec donc, la mission donc, scientifique, peut-être donc, de lancer des programmes donc, avec l'UA, donc, de projets donc, de recherche visant à agrémenter, à peaufiner donc, la connaissance de notre territoire. Et j'ai envie de dire aussi, sur pour ne pas faire trop long, mais sur ce projet de territoire, la meilleure façon de raconter l'histoire de la Martinique, c'est celle qui sera racontée par les Martiniquais. Et pour que les Martiniquais puissent raconter leur histoire, j'ai envie de dire qu'ils ont besoin de se réconcilier avec. Aller dire à un Martiniquais
où se trouve le Mont Conil et est-ce que le Mont Conil se trouve en Martinique. Je ne suis pas forcément sûr qu'ils le sachent. Et donc c'est important aussi donc, de faire la promotion à l'intérieur de notre territoire, à la fois donc, notre territoire, notre savoir-faire, nos usages, qui rentrent effectivement dans cette stratégie de promotion territoriale. Donc ça a demandé quand même un gros travail de vulgarisation scientifique également. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est les petites bébêtes, etc. Avec tous les noms scientifiques, il faudra effectivement revenir sur donc, les noms vernaculaires. Le Matoutou falaise, apparemment, si je demande autour de la table donc, quel est donc, le terme scientifique pour définir donc, le Matoutou falaise, je suis sûr qu'il y en a au moins 2 d'entre nous qui seraient capables de le dire. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, et voilà, mais c'est exactement ça. C'est ce sourire-là, c'est cette énergie-là, c'est cette vraiment volonté donc, de faire adhésion donc, à notre projet qui vise effectivement à faire être la meilleure carte de visite et faire la meilleure promotion de notre projet et notre territoire qui sera reconnu donc, à l'ensemble de l'échelle internationale. Le message est bien passé en tout cas. Nous enchaînons avec la rubrique Caraïbes Jungle. Alors ce mois-ci, ce ne sera pas Max Ogiac, à qui je fais un coucou, qui présentera cette rubrique, mais l'un des membres de l'équipe projet de la mission UNESCO qui nous expliquera pourquoi et comment ce projet nécessitera une coopération régionale. Est-ce déjà le cas ? Je vais commencer en disant qu'effectivement, l'un des axes forts dans le cadre de notre candidature, c'est qu'il nous faudra faire une analyse comparative que mène actuellement donc, Gabriel Mauvoin, qui a vraiment cette partie, donc la même mise sur la partie scientifique, où nous devrons nous comparer aux autres territoires. Bon, c'est le premier point. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il nous faudra entrer à des mailles fines sur les analyses comparatives, c'est-à-dire en gros quels sont les critères, quels sont en fait les moyens que nous avons pour nous évaluer. Parce que si je ne m'abuse, la Dominique et Sainte-Lucie, qui sont nos îles voisines, ont déjà des patrimoines. C'est ça, des biens classés. Des biens classés à l'UNESCO. Alors, oui. Comment ça va se passer? Vous allez comparer à quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle de la région Caraïbes? Est-ce que c'est à l'échelle, à petite échelle, les petites Antilles? Comment ça va se passer? Alors, il faut savoir que la Sainte-Lucie et la Dominique sont effectivement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ils ne sont pas inscrits sur les mêmes critères que nous visons. Donc, alors pour Sainte-Lucie, c'est le critère de beauté, donc critère numéro 7. Et, pour les pitons, c'est ça? Oui, c'est ça. Les pitons. Et critère de beauté et critère de volcanologie. Et pour la Dominique, ils sont inscrits sur le critère numéro 9 et le critère numéro 10 qui sont l'exemple d'évolution de la vie et la biodiversité. C'est ça. Donc voilà, donc nous sommes partis sur 2 voire 3 critères qui sont donc la volcanologie, la biodiversité et l'exemple d'évolution de la vie. Donc déjà, nous ne sommes pas sur les mêmes critères d'une part, et effectivement, en ce qui concerne la coopération régionale, il est prévu effectivement que nous rendions visite à nos voisins, donc que sont la Sainte-Lucie et la Dominique, mais aussi à nos autres voisins de la Caraïbe, pour justement avoir leur retour d'expérience sur le processus d'inscription au patrimoine mondial, quels sont les écueils qu'ils ont rencontrés éventuellement, les difficultés, et voilà, et justement pouvoir comparer nos 2 dossiers d'inscription, même si nous ne sommes pas forcément sur les mêmes critères, on aura forcément des informations à récolter de leur part. Alors justement, quels sont ces critères de remarquabilité? Alors les critères sont encore à l'étude, c'est-à-dire qu'effectivement rien n'a été arrêté pour le moment, parce que justement ça dépendra de toutes les informations scientifiques que nous allons récolter. Donc, voilà. S'il s'avère que le critère de volcanologie est quelque chose de significatif, nous allons le retenir. S'il s'avère que comparativement aux autres, nous ne sommes pas si exceptionnels que ça, nous n'allons pas retenir ce critère. Donc c'est vraiment en fonction des informations récoltées sur chaque critère que nous décidons ou pas de les présenter à l'UNESCO. En fait, il y a une dizaine de critères initialement pour lesquels les États qui souhaitent inscrire un bien sur la liste doivent en fait sélectionner. Il y a 6 critères dans le domaine du culturel et les autres sont pour des biens naturels. Après, il y a des biens mixtes qui peuvent avoir à la fois des biens, des critères culturels ou des Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on peut être à la fois culturel et oui. Alors après, dans le processus de la candidature, ça veut dire qu'on va être évalué par 2 instances différentes, puisqu'il y a une instance qui est mandatée par l'UNESCO pour faire l'évaluation des biens culturels, qui est l'ICOMOS.
et une instance qui évalue les biens naturels, qui est l'Union internationale de conservation de la nature. Et donc, dans le cas où un bien est mixte, il sera évalué par les deux parties, ce qui complexifie un petit peu l'évaluation et la réussite. 2 fois plus de risques. Voilà, c'est ça, 2 fois plus de risques. Et pour revenir sur la coopération par rapport à ce que disait Gabriel, donc c'est vrai qu'au stade de l'analyse comparative, on est obligé de regarder ce qui se passe ailleurs et de prendre contact avec un certain nombre d'États. Alors en tout cas, pour l'instant, dans une région proche, ça peut aller bien au-delà. Pas de problème avec la barrière de la langue par exemple? Non, ça va. Après, ça va. Après, il faut se dire que l'UNESCO a vocation justement à créer des liens entre les peuples. S'inscrire sur la liste du patrimoine mondial, ça veut dire appartenir à un réseau international demain. Et donc ça veut dire que dans les mesures de préservation du bien, on va être en lien avec d'autres États qui ont des biens inscrits sur la liste, donc notamment nos États voisins, mais d'autres. Et dans notre projet de gestion, il est prévu que justement on ait un volet coopération, notamment régional, fort, puisque Gabriel le disait tout à l'heure, on s'est rendu compte que faire une analyse comparative au niveau de l'arc antillais, c'était pas évident dans le domaine de la biodiversité, dans la mesure où bon nombre d'études ont été menées sur les îles françaises. Alors c'est pas pour se mettre en avant, mais avec des moyens certainement plus importants sur les îles françaises que sur d'autres îles, exception faite de quelques-unes, mais on manque cruellement d'expertise sur certaines îles. Donc on a des difficultés à pouvoir comparer la qualité des biodiversités sur ces îles. De ce fait, et donc on a envisagé dans le cadre du plan de gestion de ce bien de mettre en place des mesures de coopération pour l'amélioration de l'expertise et de la connaissance. Ça veut dire que peut-être demain, si on mène des campagnes d'inventaire en Martinique sur les champignons, sur les insectes, on va peut-être s'engager à financer 10 jours d'inventaire chez nous et 10 jours à Sainte-Lucie, 10 jours en Dominique. Ça va être ce genre de partenariat qu'on va envisager. Et donc, ces premières rencontres qu'on va faire avec ces États dans le cadre de l'analyse comparative vont être aussi un premier jalon pour voir s'il y a la possibilité de travailler en ce sens par la suite. Alors, nous poursuivons tout de suite avec la rubrique découverte. Jingle. Alors, je vous propose plutôt une redécouverte, chers téléspectateurs. Je vous invite à replonger dans nos souvenirs en regardant un clip de Jeanne Mouna. Allez, on va prendre un peu de fraîcheur avec notre mango vert.
Bonne ambiance sur ce plateau. Alors, est-ce que vous avez planifié une sensibilisation à la biodiversité via des démarches artistiques? Sensibilisation via une démarche artistique. Oui. Est-ce que, par exemple... C'est pas encore prévu, mais c'est une idée. Ouais. Je le note. D'accord, bon. Merci. Merci de l'idée. Non, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme on le précisait tout à l'heure, l'idée, c'est que la population soit également force de proposition. Très honnêtement, on n'y avait pas forcément réfléchi en ce sens, mais s'il y a des projets qui peuvent être portés ou seront soumis en ce sens, oui. Artistique ou littéraire. Oui, hein, tout à fait. Oui, c'est l'art quand même. Oui, De toute façon, les plus grands auteurs et les grands peintres se sont intéressés quand même à la végétation luxuriante de la Martinique. Et il y a déjà, en termes de représentation, des choses intéressantes qui ont été faites. Donc ça peut être bien utilisé aussi. Alors, ce je sais support-là. que Philippe a une question à vous poser. oui, tu devines ma pensée, semble-t-il. Je trouve effectivement que le parc naturel régional vraiment une activité extrêmement intéressante, vraiment très très dynamique, je tiens à le souligner. Moi, en tant qu'environnementaliste, je suis extrêmement séduit. Mais alors, ma question est toute naïve. Est-ce que dans les autres régions d'outre-mer, par exemple en Guadeloupe, en Guyane, il y a les mêmes procédures qui sont susceptibles de se développer? Alors, des procédures susceptibles de se développer. Il y a déjà quelque chose d'acquis. Non, il n'y a rien en Guadeloupe actuellement sur la liste du patrimoine mondial, il n'y a rien en Guyane. Il y a des potentiels. Il y a éventuellement des structures qui pourraient porter ce projet, notamment en Guadeloupe, ils ont un parc national, donc c'est une structure importante qui pourrait porter ce type de démarche, qui assure par ailleurs une protection forte du bien, si c'était un bien de la même nature que la Martinique qui a été présentée, mais à ce jour, il n'y a pas de dossier de candidature et rien d'inscrit sur la liste indicative de la France qui concerne d'autres domaines. Il y a un bien inscrit aujourd'hui outre-mer qui est un bien naturel qui est celui du parc de la Réunion, donc qui a été porté par le parc national de la Réunion. Après, il y a un bien en Nouvelle-Calédonie, donc les lagons. Mais il y a très peu de biens naturels en réalité en France. L'essentiel des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont des biens culturels. Peut-être un autre élément pour renforcer ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi l'ensemble de l'aire caribéenne est dit comme étant un point chaud, un hotspot de la biodiversité. Donc j'ai envie de dire que tous les pays en fait, de la région... Sans jeu de mots, là, le point chaud. sont vraiment susceptibles. En fait, on est dans un environnement, dans un contexte qui est d'une luxuriance en termes de biodiversité, donc de production du vivant, que voilà, j'ai envie de dire chaque territoire est potentiellement donc, éligible à un dossier de candidature. D'accord. Alors, c'est déjà la fin de notre émission, Formation Caraïbes. On fait un petit tour de table avant. On commence par vous, Philippe. Oui. Là, je ne cesse de m'instruire, hein. Ça me rassure, donc je dois rajeunir. Mais ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, je dois vous dire, m'a réconforté et m'a fait beaucoup de bien. Et j'avoue que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les projets, les propos, les procédures. Et là, nous avons des avocats, n'est-ce pas, qui sont plus que compétents, n'est-ce pas, pour défendre ce type de projet. Bravo, mesdames, messieurs. Merci. Madame Mauvoir, donc. Oui, bien écoutez, nous espérons que ce projet d'inscription des aires volcaniques et forestières de la Martinique au patrimoine mondial suscitera l'intérêt de la population et que l'ensemble des Martiniquais sera intéressé, impliqué et que nous aboutirons donc d'ici 6 ans normalement, si tout va bien, à notre inscription au patrimoine mondial. Madame Coisy. Moi, je dirais que l'enjeu d'une telle candidature, quand même, pour la Martinique, c'est d'une part d'avoir une certaine fierté, d'avoir un bien inscrit sur les listes du patrimoine mondial, de s'ouvrir à des horizons internationaux par le biais de ce bien qui serait inscrit et du coup d'appartenir à un réseau de sites aussi importants que les pyramides d'Égypte, le Taj Mahal, le Grand Canyon des États-Unis, le Mont Saint-Michel, et donc du coup ça donne quand même une importance et je pense qu'effectivement on ne peut que être séduit par cette ambition, enfin en tout cas je l'espère que tout le monde sera séduit. Monsieur Pénis. Moi j'ai que des remerciements à formuler.
remercier donc Jazouk C de nous avoir reçus, de nous avoir donné l'opportunité donc de présenter donc et de rentrer dans chaque foyer martiniquais pour présenter donc ce dossier de candidature, ce projet de territoire. On veut remercier également donc les instances de la gouvernance qui nous ont permis donc de porter ce projet de manière opérationnelle, parce que c'est quand même aussi un vrai pari sur l'avenir, sur à la fois la population mais également aussi donc les forces vives, à la fois économiques, culturelles, sociales, etc. Alors, je veux remercier également comment dirais-je, le professeur Saint-Cyr pour ses encouragements. Et d'avoir été présentement aussi donc l'un des sur ce plateau donc de toute première personne aussi qui a adhéré au projet de territoire. C'était la préhistoire, ça. Oui. Et simplement pour vous donner en fait rendez-vous, j'ai envie de dire tout un chacun donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, afin que nous puissions effectivement échanger. Alors ce qui est important de retenir, c'est qu'il faudra, si vous êtes intéressé effectivement à nous soumettre donc des projets, quels qu'ils soient, donc éducatifs, culturels, etc., de se rapprocher donc du parc naturel régional, qui se fera un plaisir de nous transmettre l'ensemble donc de ces éléments-là, afin que nous puissions donc travailler, rediscuter un petit peu les choses, et puis voir comment nous pourrions mettre en place l'ensemble des éléments donc, de mobilisation donc des acteurs du territoire. Et puis merci à toi Corinne de nous avoir reçus encore une fois de plus. Alors je profite pour saluer tous ceux qui travaillent de près ou de loin sur cette énorme mission UNESCO, les partenaires, les scientifiques, le personnel de l'ADA, le personnel du parc régional, un gros plisphos. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés par les rendez-vous du Lionnage pour l'apprentissage qu'ils peuvent se rendre sur le site du CMA, www.cma-martinique.com, pas oublié. Je sais qu'on nous regarde dans la Caraïbe grâce à la possibilité de nous voir en direct sur le net. Un coucou à nos téléspectateurs de la Caraïbe. J'espère que vous serez informés de cette mission UNESCO. And especially you, Mr. Didier, I know you are watching us. We are very proud of that. Wherever you are in the Caribbean, you are watching us. Thank you for that. Merci Zouk TV et l'association Sirotage. Chers téléspectateurs, je vous donne quant à moi rendez-vous sur Zouk TV pour un prochain numéro de Formation Caraïbe. Hasta la vista, see you later, à bientôt, un lot de soleil.